Là, je pense pas que ce soit de la colère, je pense que c'est ça. Et en gros, mais parce que déjà, le travail, je pense qu'on n'a pas tous la même définition. C'est-à-dire que Bruno, lui, il est déjà parti dans une définition du travail qui est différente, je pense, de celle dont la plupart. Non, mais on pourrait déjà utiliser ça, par exemple. C'est quoi le travail? Est-ce que le travail, c'est forcément travailler pour quelqu'un, avoir un emploi, être salarié? Bien justement, être dans une association, s'occuper de ses enfants, est-ce que c'est un travail? Faire à manger pour soi, pour ses amis, est-ce que c'est du travail aussi? Parce que des fois, il y a exactement la même activité, mais suivant qu'elle soit salariée ou non, on va dire que c'est du travail ou non, alors qu'on pourrait changer cette définition. Je crois qu'il y avait un exemple comme ça de la personne qui la c'est aussi se réapproprier qu'est-ce qui a de la valeur. C'est se réapproprier qu'est-ce qui a de la valeur dans nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est monté comme du travail, c'est le travail productif, c'est le travail que vous faites pour une entreprise privée qui se fait une plus-value sur votre dos. Si c'est pas ça, c'est pas productif et ça n'a pas de valeur. Genre les fonctionnaires sont, c'est ce que je dis, les fonctionnaires sont utiles, mais ne produisent pas de valeur. Alors que c'est la santé, l'éducation, ça a de la valeur. Se ses enfants et éduquer ses enfants, ça a de la valeur, ça permet leur éducation et l'augmentation de la productivité globale de la société. C'est des externalités qui ne sont pas prises en compte par le mode de production capitaliste. Et donc, ce mode de rémunération qui décorrèle le salaire de l'emploi, ça nous permettrait de se réapproprier le concept de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans nos sociétés? Est-ce que ce Monsanto, c'est facile, mais est-ce que Monsanto crée de la valeur? Parce que par exemple, Jadas ne crée pas de valeur, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Jadas ne crée pas de valeur. Mais Jean-Pierre Pernaut crée de la valeur, parce qu'il est embauché dans une société privée. Bernard Friot ne crée pas de valeur. Je ne suis pas vraiment d'accord. Enfin, vous comprenez la distinction entre du privé et du public, du social. Enfin, ça nous permettrait de nous réapproprier le concept de valeur et je pense que c'est central. Déjà, voilà. Quand on regarde la même logique, je disais que ça ne change en rien l'inégalité rétributive. Et comme vous observé tout à l'heure, on observe la même logique du travail qui est introduit, produit contre c'est en termes d'égalité de salaire horaire, quel que soit le travail, de manière à ce que la motivation à faire quelque chose soit découplée de la rémunération et de l'enrichissement, et ça retourne à des choses de l'ordre de la passion, de l'investissement, etc. Si je peux me permettre. Je crois qu'il y a un tour de parole. Excusez-moi. Fais gaffe. Merci. C'est lui qui prend les tours de parole. Ok, merci. Je crois que moi, ma crainte sur les questions évoquées de base, c'est que. Ouais. Je sais pas, je suis pas déclarité là-dessus. Moi, la crainte que j'ai, c'est que, un peu comme monsieur, que si on décide ça, bah, du coup, ça permet de soulager quand même la situation sociale. Et bon, évidemment, à court terme, ça serait une super solution. Mais par rapport. Alors, c'est vrai que ça permet d'interroger après coup la valeur du travail, et pour moi, ça la remet moins en question que le fait de vouloir, je reviens sur une idée d'hier, et désolé parce que peut-être quelque chose de nouveau, mais quand on pense l'économie coopérative, c'est-à-dire se réapproprier les moyens
moyens de production, donc diviser le capital d'une entreprise entre tous ses salariés, ou tout simplement qu'il n'y ait plus de question de capital, mais uniquement de qui travaille et qui recueille des fruits de son travail, pour moi c'est un meilleur moyen, plus efficace pour moi que revenu de base, que de re-questionner la valeur du travail. C'est-à-dire que je travaille pour cette boîte, eh bien j'en ai les bénéfices à la fois symboliques, à la fois hiérarchiques, à la fois financiers. Et actuellement, si le travail n'a plus de sens, c'est avant tout parce qu'il est réapproprié par quelqu'un d'autre. Et que quel que soit le cœur qu'on met à son travail, à la fin, c'est toujours quelqu'un qui récupérera notre ouvrage. Ce qui fait que d'ailleurs, ça n'amène pas du tout une motivation. Alors le revenu de base, moi je trouve ça très bien parce que ça réinterroge ça, mais j'ai peur que du coup, on mette sur une sorte de question sociale, humanitaire, quelque chose qui est une question économique et politique de redistribution des richesses. Voilà. Alors, c'est bien, vous parlez du travail. Déjà, est-ce que vous pouvez laver la main pour ceux qui ont déjà travaillé déjà? Ok. Parce que, non, mais un minimum. Ça dépend ce que tu appelles travailler. Voilà, ça dépend de ce qu'on appelait travail. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a des chômeurs. On parle toujours de bénéfices lorsqu'on parle de travail. Maintenant, quel est le risque du salarié lorsqu'il n'a plus de travail? Et qu'est-ce qu'on peut faire du fait que si l'entreprise ne fonctionne pas, il faut aussi voir le côté négatif. C'est-à-dire que si l'entreprise ne marche pas, quelle est la place du salarié pour laquelle l'entreprise n'a pas marché? Quelle est sa place? Aujourd'hui, je vous donne un exemple, on parle de travail, on parle de bénéfices, on parle de répartition des richesses, ce qui est tout à fait normal. Moi, je suis pour ça, justement. Mais on ne parle jamais du côté négatif. Cette entreprise, elle ne fonctionne plus. Quelle est sa place vis-à-vis du salarié? Parce que l'entrepreneur, il prend des risques. Le salarié aussi, il prend des risques. Si l'entrepreneur dirige mal son entreprise, il met en jeu ses salariés. Maintenant, si l'entreprise ne fait pas correctement son travail ou on n'est pas tout seul dans le monde. Il y a aussi des autres entreprises étrangères qui vont être peut-être plus compétitives et c'est toujours ça le problème. Voilà. Si aujourd'hui on dit on est contre les groupes américains et tout le reste, mais aujourd'hui on utilise tous Twitter, on utilise tous Facebook, on utilise ces technologies qui sont, si on est tous aujourd'hui ça, si aujourd'hui on est ici, c'est grâce à ces technologies-là. Et ces technologies-là, c'est aussi de la compétition, il ne faut pas le nier. Donc, on est d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le rapport, c'est que on n'est pas tout seul à penser comme ça. Et aussi, les gens, les autres pays, eh ben... Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Ouais. Alors, aujourd'hui, comment on peut faire face à la valeur humaine par rapport aux autres pays? Et c'est pas de l'utopie en pensant comme ça, c'est de la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, si nos entreprises se font bouffer par les pays européens, enfin les pays mondiaux, parce qu'il y a une mondialisation. Et le rapport de richesse, aujourd'hui, comment on peut être l'ambassadeur de ce rapport humain? Et le problème, c'est que il y a en face de nous les Américains, qui ont quand même une grosse masse, les Japonais, au niveau de la technologie, ils sont aussi avancés, au niveau de la médecine, des médicaments, ils sont aussi avancés. Comment on peut aussi parler de bénéfices, alors qu'en face de nous, il y a des gens qui pensent concurrence? On a compris, c'est la concurrence internationale, il faut y faire face. Voilà, et la place de la valeur que vous mettez au niveau du salarié, quel est le risque qu'il prend aussi? Parce que le risque aujourd'hui, si l'entreprise ne marche pas, le salarié, il a son chômage, sa retraite, tout le reste, mais l'entrepreneur, il n'a plus rien. Donc les risques aussi, il faut qu'ils soient répartis. Oui, alors déjà, du coup, c'était bien pour différencier, différencierait bien l'emploi, le travail. Faut parler plus fort. Oui, j'essaye. Je différencierais bien le travail donc employé, quand tu fais ton jardinage chez toi, ou le travail sous un employeur, où du coup, la valeur dans le capitalisme, parce qu'elle met en valeur un capital.
Et je rajouterais bien ça à l'idée que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a des différences de salaire, des différences de revenus. Mais dans l'idée de Bernard Friot, c'est mettre un salaire minimum à 1500 euros, un salaire maximum à 7000 euros, donc du coup déjà ça réduit pas mal les inégalités. Ensuite, ça pose justement. Alors, du coup, voilà. Merci. Je sais pas pourquoi on a compris ce que tu as dit, hein, mais du coup, ça met justement en question ce que toi tu disais. Et il faut bien penser qu'il n'y a plus d'emploi du tout. Donc, du coup, il n'y a plus de chômage. En fait, tout travail est rémunéré, donc tout travail est un travail. Et par contre, ça met en question ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a de la valeur, quoi. Donc l'avantage du salaire à vie par rapport à un revenu ou par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, c'est que ce salaire, il peut être distribué démocratiquement. Si on crée une commission qui redistribue les salaires, ben, ce salaire, plutôt qu'être vécu de manière dans le sous-bassement et que ce soit complètement inconscient, on peut le mettre en valeur, on peut dire bah ça c'est inégalitaire, c'est dégueulasse et on peut se battre contre. C'est remettre la question démocratique du salaire et de qu'est-ce qui a de la valeur en place. Malheureusement, à cette question-là, le temps en passe. Mais là, pareil. Cette musique. Je pense pas. Moi, je voudrais te répondre à toi. Tu parlais justement des entrepreneurs qui prennent un risque. Vous prenez un risque dans cette société-là. Ce dont il parlait, c'est que tout le monde est. Par exemple, si tu es entrepreneur dans le système de Frio, c'est pas toi qui apporte le capital, c'est les travailleurs qui produisent la richesse qui décident si ton activité est utile. Il y a toujours le marché des biens. C'est-à-dire que personne n'en veut de ton bien, bah, tu fermes ton entreprise parce que personne n'en veut. Oui, ben, la richesse qu'on produit, ça sera l'investissement de base plus la création monétaire. Si demain ton entreprise coule parce que personne n'en veut, dans le système de Frio, tu auras ton salaire qui dépendra de ce que tu as fait auparavant. Si tu as été éboueur et personne ne voulait le faire, bah, tu es monté plus vite dans l'échelle des salaires, tu atteindras plus vite les 7000 euros. Si tu as été entrepreneur et personne ne voulait le faire, idem. Et c'est là-dessus. Maintenant, dans un mode de production capitaliste, mais plus dans le modèle de Frio, ce qui a émergé hier comme proposition, c'est d'ouvrir les allocations chômage aux entrepreneurs indépendants. Parce que c'est pas normal que si votre société coule parce que ça marche pas, c'est souvent dû parce que vous êtes fait bouffer par une grosse entreprise, parce que c'est un système de concurrence qui est là, c'est parce que vous n'avez pas eu de chance, je sais pas, il n'y a pas forcément de mérite, ouvrir les allocations chômage aux indépendants. C'est un truc qui a émergé. Sur la concurrence internationale, je pense que va falloir contrôler les capitaux aux frontières, quoi. On ne peut pas continuer. Si c'est possible. Ah si c'est possible. Ah, il y a des pays qui le font. Il y a des pays qui le font et c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Ah, mais, alors attends. Il y a des pays qui l'ont fait de manière temporaire, des pays de... Ah si, La Grèce, La Grèce, Ton exemple. la Grèce. j'arrive plus à me souvenir du pays asiatique qui l'a fait il y a pas longtemps. En tout C'était cas, la Malaisie, je crois, ou... Si c'est pas possible, il faut y réfléchir à comment le faire. Mais peut-être pas en Europe. Et on l'a fait en 83. L'histoire des magnétoscopes aussi, je sais pas si vous l'avez vu. oui, ouais. En fait, je voulais juste revenir sur ton intervention. Tu parlais de si une entreprise est en crise. Mais l'entreprise en crise, tu la définis comment? Tu définis comment la crise de l'entreprise? Alors, Est-ce que c'est quand elle n'arrive plus à payer ses salariés? Est-ce que c'est quand elle n'arrive plus à rémunérer ses patrons? Dans le système actuel, je veux dire. C'est à partir de quel moment en fait? ok. Au moment, alors je vais vous expliquer, dans une entreprise, je suis entrepreneur, il y a des variations de taux, de pourcentage. Il faut savoir qu'un entrepreneur comme vous avez des charges. Donc, pour vous, vos charges sont fixes, pour les salariés. Pour l'entreprise, les charges sont variables, à N-1, voire N+-2. C'est-à-dire que tu travailles, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous travaillez aujourd'hui, vous montez votre entreprise, au bout de 3 semaines, les charges sociales viennent vous voir, c'est-à-dire les cotisations sociales viennent vous voir, ils vous demandent déjà 9 000 euros, vous n'avez même pas travaillé. Donc déjà, on parle de pourcentage. Dans le système aujourd'hui actuel, moi je vous parle d'un système qui est aujourd'hui actuel. Quelle est votre situation, quelle est votre position lorsqu'on parle de charges, ne serait-ce que ça, la personne qui monte son entreprise, au bout de 3 semaines, l'URSSAF lui réclame déjà 9 000 euros. Déjà. Voilà. Donc ça, il y a une inégalité par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire que ces charges-là sont variables à N-2. C'est-à-dire qu'on travaille en 2007,
on commence en 2007, en 2010, on va nous demander les cotisations de 2007. En plus, on parle de solidarité, c'est une fausse solidarité, c'est un mensonge. La solidarité pour payer, parce qu'aujourd'hui c'est la jeunesse qui paye les retraites des retraités aujourd'hui. Dans ce système-là, il faut aussi comprendre. Comment ? Oui, exactement, vous avez raison, excusez-moi. Les actifs, c'est aujourd'hui les actifs qui payent la retraite des retraités d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est déjà là ? Il n'y a pas quelque chose à faire. Est-ce que tu peux répondre à la question Ouais. Alors, je peux... Je te rappelle la question, c'est à partir de quoi tu définis si l'entreprise est en crise ou pas, en fait. Pour moi, l'idéal, c'est qu'il y a une constante au niveau des charges. Bon, comme ça, on n'est jamais surpris à N-1, N+2 et tout le reste. Il faut qu'il y ait une solidarité envers les actifs. Cette solidarité, je la définis soit on parlait de coopérative, moi je trouve que c'est une excellente idée, que chacun amène son savoir-faire et ça contribue à un pouvoir. Ce pouvoir-là, chaque personne se cotise pour sa retraite et pour sa sécurité sociale. Et pour ceux qui ne peuvent pas payer ses frais ou sa retraite, qu'on mette en commun nationalement, enfin sur le territoire national, un fonds pour aider des personnes qui ont un revenu moins de à peu près une fourchette entre 4 000 et 6 000 euros pour aider ces gens-là. Et comme ça, on a déjà une stabilité au niveau de toutes les entreprises et au niveau de tous les salariés. Okay. Pour synthétiser, tu préconises une forme de minimum retraite. Que chacun paye à sa place. Oui, mais non, voilà, un socle, des minimum retraite pour tout le monde et une retraite par capitalisation. Ça, qui peuvent se le permettre. Non, mais je ne dis pas que ça existe ou pas, je reprends juste des propositions. Donc, on a bien noté ça dans le contenu. Je vais donner la parole. Est-ce que tu vas nous dire juste pour revenir, je ne sais plus qui est-ce qui avait soulevé la question de l'entreprise, etc. Il faut savoir que les études montrent que 47% des types d'emplois actuels vont disparaître d'ici à 2050. C'est des deux spécialistes d'Oxford qui ont fait ce travail, Osborne. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Et on sait très bien que l'automatisation et la numérisation vont supprimer un nombre très croissant d'emplois. Et donc en fait, on ne va plus être salarié par des grandes entreprises qui aujourd'hui ne représentent que 20% du total des emplois. C'est 80% des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs. Et je pense que chacun doit s'approprier aussi l'entrepreneuriat. Et la seule façon de le faire, c'est qu'elle ait un moyen de subsistance. Aujourd'hui, les gens qui entreprennent, c'est soit les fils à papa qui ont des parents qui ont les subventions, ou alors des gens qui profitent des allocations chômage. Par exemple, vous avez tous WhatsApp, tu parlais des entreprises internationales. Le fondateur de WhatsApp l'a fait alors qu'il avait une aide sociale. Et donc, on pense que la richesse entrepreneuriale, en tout cas, ou la richesse des activités que chacun pourra créer, on dit entrepreneur, ça peut être créer un groupe de musique, ça peut être une activité citoyenne, ça s'appelle un entrepreneur. Le problème du choix, c'est qu'on a l'impression que nos supermarchés, il y a plein d'abondance, mais je sais pas si vous avez vu, c'est une abondance absurde. Vous avez 40 dentifrices, vous avez un pour la laine fraîche, un pour le sourire blanc, un pour le sourire blanc et la laine fraîche, un sans rien. Et donc vous avez tous ces choix, vous avez pareil sur les lardons, donc vous avez plein de sortes de lardons différents, allumettes, etc. Donc du coup on se dit, on va perdre tout ce choix qui fait le charme de notre vie, mais il faut voir qu'en fait ça fait pas tant de charme que ça, c'est assez galère. Et en plus de ça, si on régule bien ça, si on régule aussi, si on fait en sorte, parce que les produits seront à leur juste prix, mais les prix seront régulés, et puis il n'y aura pas cette espèce de TVA là, qui pénalise les plus pauvres et qui est l'impôt le plus injuste du monde. Donc en plus de ça, avec une législation qui change, avec des salaires plus hauts, etc., on pourra tenir ce choc-là. Mais la question ensuite qu'on se posait, c'est comment le tenir dans une concurrence internationale. Et c'est vrai que là, le TAFTA, si ça passe, le traité transatlantique de libre-échange avec les États-Unis, eh ben c'est sûr qu'on n'y arrivera encore jamais. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, les conditions pour qu'on puisse s'en sortir ne font que s'éloigner de nous. C'est-à-dire qu'on va devoir à la fois faire de la résistance et de l'offensive. C'est vrai que la résistance, ça part pour moi par empêcher le traité transatlantique. Et si on se prononçait, Nuit debout Paris, là-dessus, contre le traité transatlantique, qui est vraiment une horreur absolue, qui nous ferait
perdent définitivement le contrôle, bah, ça serait déjà un grand pas pour moi et je pense qu'il faudrait le proposer en Assemblée Générale.